Mardi 13 novembre 2018, au sommet de l'actualité de ce jour, la 14e édition du marché financier régional a ouvert ses portes ce mardi. Les échos dans quelques instants. Et puis 454 motos à 2 roues pour sillonner les campagnes en vue de suivre l'évolution agricole. C'est un don du ministre en charge de l'agriculture Jacob Ouédraogo aux agents de son département concernés par cette tâche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur Canal Vimkwega. Le 14e rendez-vous du marché financier régional a débuté ce matin par des communications sur les domaines d'activité de la structure, innovation et développement des marchés. C'est sous ce thème que se tiennent ces journées de la bourse régionale des valeurs mobilières. Le point avec Yannick Kaboré et Odette Zangena. Comment contribuer à la vulgarisation des pratiques boursières est tout l'enjeu de la tenue de cette 14e édition des Journées de la Bourse régionale des valeurs mobilières qui se tient sous la présidence du chef du gouvernement. Paul Kabatieba, tout en appréciant l'organisation de ces journées au Faso, espère que les Burkinabés s'approprieront de cet instrument de financement qui est complémentaire au financement bancaire et qui, à n'en point douté, est un levier de croissance pour les pays de l'UEMOA de façon générale et pour le Burkina Faso en particulier. Ma présence ici était d'encourager et de renforcer cette action donc de sensibilisation que la bourse entreprise, qu'en tout cas nos entrepreneurs puissent l'utiliser davantage et que également les jeunes burkinabés connaissent ce que c'est que la bourse, que les jeunes burkinabés démystifient la bourse. Quand on parle de bourse, on pense que c'est pour les étrangers, on pense que c'est pour d'autres personnes, mais non. Alors donc je pense que tout ce que nous avons vu aujourd'hui montre que de plus en plus, les jeunes burkinabés, en tout cas, s'intéressent à la bourse et qu'il y a de bonnes initiatives qui sont prises ici, qui dans quelques années fera en sorte que le Burkina Faso aussi jouera un rôle important en termes de contribution, d'innovation au développement du marché financier régional. La bourse peut apporter beaucoup au développement de notre économie nationale à travers la formation de l'épargne. L'innovation et le développement des marchés financiers est le thème retenu pour les journées BRVM. Pour nous, il est important que la BRVM puisse s'approprier rapidement ces instruments et les développer au service de notre union. C'est un peu ce que nous comptons faire au cours des prochaines années parce que les défis auxquels nous faisons face en termes de divulgation de la culture boursière, de développement de l'actionnariat populaire, de l'accès aux produits financiers par les populations, ces défis ne peuvent être relevés aujourd'hui qu'en s'appuyant sur les technologies. Ces technologies ont amené, à mon avis, je dirais, une dynamique totalement différente qui fera en sorte que les choses qu'on avait des difficultés à faire avant, on peut les faire plus facilement. À l'affiche de cette journée, les participants échangeront sur diverses communications telles le financement des PME à travers les marchés des capitaux ou encore les enjeux de la régularisation pour le développement des marchés de capitaux en Afrique. Je vous le disais donc en titre, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a procédé ce matin au siège de son département à la remise officielle de 454 motos à 2 roues au personnel d'appui du conseil agricole de sa structure. Moïse Kinda revient sur cette cérémonie pour vous. D'un coût global de 453 millions de francs CFA, ces 454 nouveaux engins à 2 roues ont été répartis aux directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques en tenant compte des besoins de chaque région. Pour la seule année 2018, 686 000 motocyclistes d'un coût global de 801 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des agents d'appui conseil agricole. Ils bénéficient également d'un appui financier d'un montant de 30 000 francs CFA par mois, soit une valeur totale annuelle de 531 720 000 francs CFA. Toutes ces dotations traduisent d'une part notre attachement à un encadrement agricole de proximité au profit des productrices et producteurs
et d'autre part, notre souci d'assurer aux agents d'appui conseil de meilleures conditions de travail. Convaincu de l'impact qu'un conseil agricole de qualité peut avoir dans l'accroissement de la production et l'amélioration de la productivité agricole, nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagnement du personnel dans la mise en œuvre des tâches quotidiennes. Je voudrais appeler l'ensemble des responsables des structures déconcentrées à une répartition judicieuse des engins nouvellement acquis. Mes vives félicitations au projet de sécurité alimentaire dans l'Est pour sa contribution à l'amélioration des moyens d'intervention du personnel d'encadrement. J'invite les autres projets et programmes de notre département à suivre ce bel exemple. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a invité l'ensemble du personnel de son département à l'action et à la collaboration afin de pouvoir relever le défi du développement agricole au Burkina Faso, et cela main dans la main. La 14e édition du festival à écran à ciel ouvert se tiendra du 5 au 9 décembre prochain dans les 6 communes rurales de la province du Kadiogo. Les organisateurs ont donné des précisions sur le déroulement du dit festival ce matin au cours d'une conférence de presse. Moïse Kindaï était, voici son reportage. Le festival écran à ciel ouvert FECO a été créé en 2012 par Savane Media, dont l'objectif est de diffuser les films numériques longs métrages déjà passés en salle et pas encore diffusés sur les chaînes de télévision, de booster l'engouement de ce public spécifique pour le cinéma africain, grand et petit écran, de créer une ambiance de fête autour du cinéma numérique et populaire, créer des cadres de rencontres et d'échanges entre les acteurs du cinéma numérique et le public, développer des modules de formation au bénéfice des acteurs du cinéma numérique, initier les jeunes au métier du cinéma numérique et donner de la visibilité aux annonceurs. Donc, les origines du festival, c'est que déjà en 2012, nous avons donc décidé donc de créer ce festival pour une raison très très simple. Dans le paysage cinématographique, nous avons commencé à avoir des productions de cinéma sur le support numérique. Pendant ce temps, donc au niveau par exemple des FESPACO, ces supports n'étaient pas très reconnus. Donc nous avons décidé donc de faire la promotion de ce support-là, mais pas en concurrence avec le FESPACO, mais à côté du FESPACO, pour promouvoir, permettre à ceux-là qui produisent sur ce support-là qui était nouveau, donc de pouvoir aussi se faire voir du grand public. Heureusement, juste l'année suivante, 2013, donc les supports numériques ont été acceptés au niveau du FESPACO. Donc ça a été quand même une victoire. Donc c'est dire ce que le festival a quand même pu apporter dans l'évolution des mœurs et dans l'évolution des mentalités au niveau donc du cinéma. Le FECO a donc été créé pour soutenir cet embryon d'industrie cinématographique qui avait commencé à pointer son bout du nez, quoique timidement, mais avec conviction assez forte. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le nombre de jeunes réalisateurs et de maisons de production s'accroît et que le cinéma populaire sur support numérique et à faible coût de production devient de plus en plus important en quantité, mais aussi en qualité. Pour la 4e édition du FECO, le public est invité à participer du 5 au 9 décembre 2018. Tout autre chose à présent et c'est hors de chez nous. En octobre dernier, le gouvernement portugais a annoncé vouloir réduire son déficit public. Suivez cet élément. Dans une Europe attirée par les populismes, le Portugal fait figure d'exception. Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a 3 ans, le pays a refusé toute politique d'austérité, sans mettre de côté ses objectifs économiques. En octobre, le gouvernement portugais a annoncé vouloir réduire son déficit public à 0,2% du PIB en 2019 pour le supprimer totalement l'année suivante. Pour l'heure, ces quelques succès servent de rempart au populisme, mais le pays n'est pas immunisé pour autant. No Parlamento
Aucun parti représenté au Parlement ne tient un discours populiste. Mais cette possibilité n'est pas exclue, surtout que nous savons qu'au Portugal, les gens sont très déconnectés de la politique. Ils soutiennent la démocratie en tant que régime idéal, mais ils ne comptent pas sur les partis ou sur les dirigeants. Ces accès de méfiance pourraient un jour être récupérés par une personne qui a une certaine influence médiatique. Mais au-delà de l'aspect économique, le Portugal se positionne comme l'un des interlocuteurs les plus conciliants sur la question migratoire. Dans le programme de partage des réfugiés au sein de l'UE, le pays figure à la 6e position. Et malgré des salaires plus bas que dans d'autres États, certains migrants ont fait le choix de se rendre au Portugal, comme ce Palestinien qui a privilégié Lisbonne à Bruxelles. Je me sens vraiment heureux de vivre ici. C'est vrai que les salaires ne sont pas les mêmes que dans le reste de l'Europe, mais il faut savoir faire des concessions. Le temps est agréable et les gens sont tellement accueillants. Une politique d'ouverture qui peut s'expliquer par une démographie en berne. La population est en baisse depuis près de 10 ans. Je suis convaincue que nous serons en mesure d'inverser ces tendances xénophobes. Il est vrai que l'on assiste à l'émergence d'une vague de contestation pour ne pas reconnaître les valeurs fondamentales et les droits de l'homme. En gros, pour rejeter tous les éléments qui sont la base du projet européen. Le Portugal ne fait pas partie de ces pays qui suivent cette vague. Et puis dans le centre-ville de Gaza, des avions israéliens ont bombardé la chaîne de télévision du mouvement État islamique du Hamas. Les avions israéliens ont bombardé le siège de la télévision du Hamas à Al-Aqsa, dans le centre-ville de Gaza. L'attaque s'est déroulée hier soir alors que l'armée israélienne ripostait lourdement à des tirs de centaines de roquettes palestiniennes. Les studios de la chaîne de télévision du mouvement islamiste ont été ravagés, de même qu'un ancien hôtel qui abrite des services de sécurité, mais pour l'heure aucun blessé n'est signalé. 300 roquettes ont été tirées d'après Tsahal, 70 interceptées par la défense antimissile. Les éclats de ces obus de mortier ont légèrement blessé des dizaines d'Israéliens, notamment à Ashkelon City. Ce regain de violence entre les deux camps a commencé dimanche avec la mort d'un soldat israélien lors d'une opération d'infiltration de la bande de Gaza et celle d'au moins 7 Palestiniens, dont 5 militants. Ils menacent de faire dérailler tous les efforts menés par l'Égypte, le Qatar et les Nations Unies pour tenter de mettre en place une trêve à long terme et éviter un autre conflit majeur dans l'enclave palestinienne. Plus de 42 pertes en vies humaines et 200 disparus, c'est le bilan à ce jour de l'incendie violent qui ravage la Californie depuis quelques jours. C'est une bataille sans fin d'essayer d'éteindre les flammes dévastatrices en Californie. Un nouveau foyer s'est déclaré le long d'une autoroute dans la Simi Valley. Le bilan des victimes bat désormais un triste record. Avec 42 morts et plus de 200 disparus, c'est le pire incendie des États-Unis depuis un siècle. Des milliers de pompiers sont à pied d'œuvre. De forts vents venus du nord-est continuent à souffler sur la région et pas une goutte de pluie n'est attendue d'ici la fin du mois. Nous sommes en alerte rouge météo. Nous nous attendons à subir des vents de 40 km/h, au moins jusqu'à mardi prochain. Notre objectif principal en ce moment, en tant que pompiers, c'est de sauver des vies, ensuite de protéger les propriétés et d'établir des lignes de confinement. Les restes d'une quarantaine de personnes ont été retrouvés, pour la plupart dans la ville dévastée de Paradise, pratiquement rayée de la carte, au nord de Sacramento et près de la ville de Chico. De nombreuses victimes ont été découvertes dans leurs voitures carbonisées, piégées par des murs de flammes. Le président Donald Trump a reconnu le désastre majeur et a ordonné une aide fédérale aux autres sinistrés. Et il y a des quartiers entiers qui viennent de disparaître, des rues, des rangées de maisons. Celle de ma fille, de sa belle-mère et la maison de mon mari, toutes les maisons de la rue ont disparu. Depuis un an, la Californie enchaîne les incendies. Au total, près de 100 personnes sont mortes et des centaines de milliers d'hectares ont brûlé.
Suivons une course de bateau avant de refermer cette édition. On les appelle les Formule 1 des mers, pour leur rapidité, mais aussi à cause de leur fragilité. Les 6 maxi trimarans, les ultimes, qui ont pris le départ ce dimanche à Saint-Malo de la Route du Rhum, 3 ont déjà connu des avaries. Sébastien Josse fait route vers la Corogne après avoir perdu une partie du flotteur tribord d'Edmond de Rothschild. Même destination pour Thomas Coville, après la casse du Brave en bâbord de Sodebo. Quant à Armel Lecléache, il a fait un arrêt express au large de Roscoff pour une réparation sur Banque Populaire. Et pour toute la flotte, le pire est à venir. Devant, c'est tout gris, on voit bien que le temps va se gâter. Donc, voilà, on va passer en mode, je pense, après mode départ, couteau entre les dents, on va passer mode large. Une tempête est annoncée ce mardi dans le golfe de Gascogne avec des vents qui pourraient atteindre les 55 nœuds, soit plus de 100 km/h. Les ports de Brest, Lorient, Douarnenez, Camaret et La Rochelle se tiennent prêts à accueillir les concurrents qui auraient besoin de se mettre à l'abri. Voilà, c'était là le dernier élément de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vultura. Demeurez bénis en Christ Jésus.